Bonsoir à vous et bienvenue sur Inside News RDC. Pendant que les diplomates s'activent dans les couloirs feutrés de New York, ici, au cœur de notre nation, une confrontation silencieuse se joue dont les répercussions se ressentent jusqu'à Goma, où la paix reste une promesse lointaine. Ce soir, nous décodons les jeux de pouvoir qui façonnent notre avenir. Le blocage du poste de chef de la MONUSCO par la Chine n'est pas une anecdote administrative. C'est le symptôme d'une bataille stratégique pour le contrôle de nos ressources, une lutte qui paralyse l'action internationale et laisse nos compatriotes de l'Est exposés. Notre souveraineté est devenue un enjeu dans une guerre économique qui ne dit pas son nom. Ce soir, nous décortiquons le bras de fer sino-américain à l'ONU, qui expose les véritables enjeux cachés derrière la quête de la paix, le contrôle de nos minerais. Nous examinerons aussi le fossé qui se creuse entre les accords de paix signés à l'étranger et la dégradation continue de la sécurité sur le terrain, où les appels à la mobilisation citoyenne se multiplient face à l'inaction. Nous verrons également comment la présence de l'ancien président Kabila à Goma redessine les alliances politiques, et nous entendrons la colère des médecins publics qui alertent sur l'effondrement de notre système de santé. Ce soir, nous allons regarder au-delà des communiqués officiels pour comprendre qui tire réellement les ficelles de la paix en RDC. Le jeu se passe à New York, mais les victimes sont ici. Entrons dans le vif de nos sujets. La chaise vide à la tête de la MONUSCO depuis le départ de Bintou Keïta n'est pas un simple retard administratif. C'est le symptôme le plus visible d'une lutte d'influence globale qui a pour épicentre nos terres et pour butin nos minerais stratégiques. Cette paralysie au Conseil de sécurité de l'ONU, orchestrée par le duel entre Pékin et Washington, a des conséquences directes et dévastatrices sur l'efficacité de la mission sur le terrain, sur la protection de nos populations et, en définitive, sur la souveraineté de notre nation. Le fait est brutal. Depuis le départ anticipé de Bintou Keïta en novembre 2025, la plus grande mission de maintien de la paix de l'ONU est sans chef. Pékin bloque systématiquement les candidats proposés par Washington. Pendant que nos compatriotes meurent à l'Est, les grandes puissances se livrent une bataille de poste à New York, une bataille dont l'enjeu nous dépasse en apparence, mais nous frappe au cœur. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ce silence diplomatique, j'ai demandé à Julia, notre analyste, de décrypter les non-dits de ce dossier. Julia, bonsoir. Bonsoir Imelda. Ce silence diplomatique est en réalité le bruit assourdissant d'une reconfiguration géopolitique dont la RDC est le principal champ de bataille. Géopolitiquement, la vacance à la tête de la MONUSCO n'est pas une défaillance. C'est une manœuvre stratégique délibérée de la part de Pékin. Structurellement, la Chine utilise son droit de veto au Conseil de sécurité pour protéger un empire économique et contrer une offensive américaine méthodique visant à éroder sa domination sur les minerais critiques congolais. Près de 80% de notre production de cobalt est sous le contrôle de ces géants comme CEMOC, un contrôle bâti sur plus de 240 milliards de dollars d'investissement sur le continent. L'administration Trump, depuis son retour en 2025, a lancé une politique africaine agressive. Par l'intermédiaire de Massad Boulos, Washington a formalisé un accord minéraux contre aide militaire avec Kinshasa. Cet accord vise à garantir aux entreprises américaines un accès préférentiel au cobalt et au cuivre. Les candidats américains au poste, comme James Swan ou David Grassley, ne sont pas des profils neutres. Ce sont des opérateurs capables de mettre en œuvre cet agenda sur le terrain en alignant les priorités de la MONUSCO sur les intérêts économiques de Washington. Face à cette menace, la position chinoise est claire. Lorsque l'ambassadeur Sun Lei déclare en décembre 2025 qu'aucun pays ne devrait customiser la MONUSCO selon son propre agenda, il vise directement les États-Unis. Pékin craint, à juste titre, qu'un chef de mission américain n'utilise le mandat de protection des civils pour sécuriser des couloirs d'extraction au profit des États-Unis, comme le projet du corridor de Lobito. Ce projet ferroviaire est conçu pour permettre à nos minerais de contourner les routes contrôlées par Pékin et d'atteindre les marchés occidentaux. Le blocage n'est donc pas une fin en soi, c'est un moyen de forcer la nomination d'un candidat africain, tel que le Gabonais parfait Onanga Anyanga ou la Ghanéenne Martha Pobi, perçue comme plus neutre. Ceci transforme la MONUSCO en un outil paralysé, otage d'une rivalité qui la dépasse. La stabilisation de l'Est ne dépend donc plus de l'ONU, mais de l'issue de cette confrontation économique directe. La véritable guerre pour le Congo se mène désormais sur les marchés financiers. Merci pour votre attention exigeante. Merci Julia. Pour nous, pour les familles de Massissi ou de Beni qui attendent une protection qui ne vient pas, cette conclusion est glaçante. La guerre des portefeuilles à New York signifie une MONUSCO paralysée et des vies congolaises abandonnées. Et pendant que cette bataille diplomatique paralyse l'action internationale, sur le terrain, la réalité est plus brutale que jamais.
un fossé immense se creuse entre l'intense activité diplomatique et la spirale de violence qui continue d'emporter nos compatriotes au nord et au sud Kivu. Ces derniers jours, les rencontres se sont multipliées. Les ministres de la Défense de la CIRGL se sont réunis en Zambie le 10 janvier, tandis qu'à Kinshasa, Floribert Anzuluni et Alexis Gisaro se concertaient sur la dégradation de la situation. Ces initiatives régionales s'inscrivent dans les processus plus larges de Washington et Doha, montrant une volonté de trouver des solutions africaines, tout en étant encadrées par les agendas des puissances mondiales. Face aux inquiétudes, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, martèle la position officielle. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé. Il assure que les lignes rouges de la RDC sont respectées dans tous les accords, qui sont d'ailleurs publics. Pourtant, cette version officielle se heurte frontalement au témoignage qu'a reçu le ministre Anzuluni de la part d'activistes de Goma, Beni et Masisi. Ils décrivent une violence persistante, des extorsions de fonds par les rebelles, avec des taxes illégales atteignant $45 par personne, et une insécurité qui ne cesse de s'étendre. Face à ce décalage, la voix du ministre Anzuluni elle-même apporte un contrepoids. Il appelle à une vaste mobilisation citoyenne dépolitisée, soulignant que la solution ne viendra pas uniquement des tables de négociation, mais de la capacité de la société congolaise à s'unir pour la paix. Concrètement, cette situation se traduit par des journées « villes mortes » à Butembo pour dénoncer l'impuissance de l'État. Pour les 50 000 réfugiés revenus à Buzanza, cela signifie un retour dans le dénuement le plus total, sans semences ni sécurité. Combien d'accords faudra-t-il encore signer pour que la paix devienne une réalité tangible pour les habitants du Kivu ? Si la diplomatie est un outil nécessaire, n'est-il pas temps de reconnaître que sans une cohésion nationale forte et une armée véritablement souveraine et équipée, ces textes resteront lettres mortes, des documents impuissants face à la brutalité des faits ? Cette quête de cohésion nationale se heurte à des manœuvres politiques complexes, comme en témoigne la présence remarquée d'une figure du passé dans un Goma sous tension. La visite de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, ville dont une partie est sous le contrôle de la rébellion de l'AFC M23, n'est pas un simple déplacement. C'est un acte politique calculé, lourd de sens, qui intervient alors qu'un dialogue inclusif se prépare sous médiation angolaise. Cette apparition soulève des questions fondamentales sur les alliances en cours et la fragmentation du paysage politique de notre nation. Confirmé par Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC M23, qui a qualifié cette présence de signe de la paix retrouvée, cette visite positionne l'ancien chef de l'État comme un acteur incontournable dans la crise actuelle. Il se place au cœur du jeu, dans un territoire qui échappe au contrôle de Kinshasa, envoyant un message puissant tant au pouvoir en place qu'à la communauté internationale. Le silence de son propre parti, le PPRD, est assourdissant. Pendant que Kabila est à Goma, un communiqué du parti condamne des tueries à Bukama, sans faire la moindre mention de ce déplacement stratégique. Cette communication à deux vitesses suggère des fractures internes ou une stratégie délibérée pour brouiller les pistes. La réponse à la nature de cette visite définira l'avenir de la médiation angolaise. Kabila se positionne soit comme un faiseur de paix indispensable, soit comme un spoiler capable de faire dérailler tout processus qui ne garantirait pas ses intérêts. Kinshasa et Luanda observent et savent que sa prochaine décision pourrait redéfinir l'équation de la crise. Pendant que les jeux politiques se poursuivent, à Goma, à Kinshasa, ce sont les serviteurs de l'État qui expriment leur désarroi. La grogne du syndicat national des médecins, le SINAMED, dépasse de loin la simple revendication salariale. Le cri d'alarme lancé par son secrétaire général, le Dr John Sengwa, révèle une crise profonde qui menace les fondements de notre système de santé publique. C'est la carrière même des praticiens qui est en danger, et par conséquent, l'accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. L'analyse de leurs griefs dessine le portrait d'une profession délaissée. Premièrement, la précarité administrative est devenue la norme. Des retards de paiement chroniques, des centaines de nouvelles unités non mécanisées, des comptes bancaires de médecins gelés depuis des mois. L'État ne semble plus en mesure de garantir la stabilité la plus élémentaire à ceux qui sont en première ligne. Deuxièmement, le manque de protection physique est flagrant. Le SINAMED rappelle les cas d'assassinats de médecins survenus en 2025. Des actes qui sont restés sans réponse forte. Enfin, c'est la reconnaissance même de leur expertise qui s'érode. L'humiliation vécue par une cinquantaine de médecins congolais au Kenya, dont les diplômes ont été subitement dévalorisés, est un signal désastreux envoyé à toute une génération. Comment une nation agressée, avec des besoins humanitaires immenses, peut-elle se permettre de négliger à ce point ses propres médecins ? Assurer la sécurité nationale, n'est-ce pas aussi et avant tout garantir la viabilité et la dignité de son système de santé ? Cette quête de reconnaissance et de moyens n'est pas limitée au secteur de la santé.
Sur la scène internationale, la RDC cherche également à faire valoir ses atouts pour attirer les investissements. La participation de la première ministre Judith Suminwa au forum Global South Utilities à Abu Dhabi ce mercredi n'était pas une simple formalité. C'était une offensive diplomatique pour repositionner notre pays. La RDC ne veut plus être vue comme un simple réservoir de minerais, mais comme un acteur central et incontournable de la transition énergétique mondiale, un leader potentiel du Sud global. D'un côté, le discours de la première ministre a dessiné une vision ambitieuse. Elle a rappelé les chiffres qui font de notre nation un géant énergétique en sommeil, un potentiel hydroélectrique de 100 000 MW, plus de 8 000 sites identifiés pour des mini-réseaux solaires, et la mise en place du fonds MWINDA pour accélérer l'électrification. Le message envoyé aux investisseurs est celui d'un pays proactif, ouvert au partenariat et prêt à piloter ses propres solutions. Mais de l'autre côté, la première ministre a elle-même confronté cette ambition à notre dure réalité intérieure. Elle a souligné que la persistance de l'insécurité dans l'est du pays continue de freiner toutes ces avancées. Ce grand écart entre le potentiel affiché et les faiblesses internes est notre défi majeur. Si ces promesses d'investissement se concrétisent, cela signifierait l'électrification de nos villages et la création de milliers d'emplois pour nos jeunes. Mais sans la paix, ce potentiel restera une simple déclaration d'intention sur une scène internationale, un rêve énergétique inaccessible pour le citoyen congolais. Mais la stabilité de la République démocratique du Congo est indissociable de celle de ses voisins. À ce titre, l'élection présidentielle qui se déroule actuellement en Ouganda est un événement que nous devons surveiller avec la plus grande attention. Cette élection met une nouvelle fois face à face Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 4 décennies, et son principal opposant, la star de la musique Bobi Wine. La question pour nous est directe. En quoi le maintien au pouvoir de Museveni ou un changement de régime à Kampala change-t-il la vie des Congolais ? Le grand écart est saisissant. D'un côté, Museveni se présente comme un garant de la stabilité. De l'autre, son rôle historique controversé dans les conflits qui ont endeuillé l'Est reste une source de méfiance. Une victoire contestée ou une répression post-électorale à Kampala aurait des répercussions immédiates sur notre sol. Une augmentation de l'activité transfrontalière de groupes armés comme les ADF qui exploitent l'instabilité, une potentielle nouvelle vague de réfugiés vers le nord Kivu et une remise en cause de la fragile alliance sécuritaire entre nos deux capitales. Au-delà des grandes manœuvres géopolitiques, la vitalité et les fractures de notre nation se révèlent dans les nouvelles du quotidien. De la tension électorale chez notre voisin ougandais à un rappel à l'ordre administratif dans le Kwilu, chaque fait dessine une facette de la RDC d'aujourd'hui. Dans la province du Kwilu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a annulé les récentes nominations des bourgmestres dans 3 communes rurales. La raison invoquée est un défaut de qualité, ces nominations ayant été faites par l'autorité provinciale alors qu'elles relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Un rappel à l'ordre qui souligne les tensions persistantes dans la gestion de la décentralisation. À Butembo, dans un geste fort de continuité de l'État en zone de conflit, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, a procédé à la remise d'un premier lot de 3000 passeports biométriques. Cette opération, réclamée par la population, est perçue comme un message d'espoir et un acte de résilience, assurant aux citoyens de cette région meurtrie leur droit à la mobilité, malgré la guerre. La cyberdéfense est au cœur d'une vive polémique. L'ONG Justicia Asbel accuse le Conseil national de cyberdéfense, créé en 2023, d'enlèvement et de détention illégale, le qualifiant d'instrument de répression. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, rejette ces accusations et invoque les impératifs de sécurité nationale dans un contexte d'agression extérieure. La situation des réfugiés reste une préoccupation majeure. Près de 50 000 de nos compatriotes, revenus d'Ouganda dans le groupement de Buzanza, font face à une réinsertion extrêmement difficile, sans moyens de subsistance. Dans le même temps, une aide gouvernementale ponctuelle a été distribuée aux réfugiés congolais au Burundi et en Tanzanie, un soulagement temporaire qui ne résout pas l'urgence de leur retour au pays. Enfin, une grève a débuté au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Le personnel réclame notamment la publication de l'état liquidatif de la paie complémentaire et l'alignement salarial de plus de 200 agents, illustrant les tensions sociales qui traversent également l'administration centrale. Le moment est venu d'ordonner les éléments clés de cette journée riche en informations et en enjeux. Comprendre les dynamiques d'aujourd'hui est la seule manière de se préparer aux défis de demain. Chaque fait, chaque décision, chaque silence a un impact sur la vie de notre nation. Ce soir, le fil rouge de l'actualité tisse une toile complexe. Notre souveraineté nationale, prise en étau dans le duel sino-américain à New York, paralysant l'action de la MONUSCO.
Une paix dans l'Est qui s'éloigne à chaque accord signé, face à une réalité humanitaire qui s'aggrave. Des tensions politiques internes, cristallisées par la présence de Joseph Kabila à Goma, qui redessinent les alliances à la veille d'un dialogue crucial. Et enfin, une crise sociale profonde, incarnée par le cri d'alarme de nos médecins, qui menace de miner le pays de l'intérieur. Face à ces jeux des puissants, un vieil adage africain nous rappelle que, lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Ce soir, cette sagesse nous invite à réfléchir sur notre propre rôle. Elle nous exhorte à la cohésion et à la vigilance, pour ne pas être simplement l'herbe piétinée dans des conflits dont les enjeux nous dépassent, mais bien les artisans de notre propre destin. La prochaine édition d'Inside News RDC vous sera présentée demain à la même heure. Pour approfondir les mécanismes de la crise à l'Est, je vous invite à visionner notre dossier d'analyse de Inside News Review intitulé « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». Il vous donnera des clés de compréhension essentielles sur les processus de paix et l'insécurité que nous avons abordés ce soir. Que Dieu bénisse notre peuple et protège la République démocratique du Congo. C'était Soraya pour Inside News RDC. Je vous retrouve demain.